Alors, on est rendu donc à la remise des bourses Ghislain Dufour. Je vous remercie d'avoir patienté. J'inviterai Carl à présenter les lauréats. Merci beaucoup, Louis. C'est toujours pour moi un moment très symbolique et très fort et je dirais très intense que de procéder à la remise des bourses Ghislain Dufour parce que ça reconnaît des jeunes talents qui vont représenter la société d'aujourd'hui, mais la société de demain. Mais avant de vous présenter les lauréats des bourses Ghislain Dufour 2023, permettez-moi de vous mettre en contexte. Les bourses Ghislain Dufour, du nom de M. Dufour, qui est avec nous encore une fois aujourd'hui, à titre de gouverneur, rendent hommage à celui qui a dirigé le CPQ pendant plusieurs années et qui a largement contribué à ce que le CPQ est devenu aujourd'hui. Ces bourses ont été créées pour souligner l'excellence d'étudiantes et d'étudiants à la maîtrise en relations industrielles. Depuis un peu plus de 10 ans, le CPQ et la Fondation CRHA s'associent chaque année pour remettre 3 bourses à des étudiants et étudiantes qui se sont démarqués par la qualité de leur dossier, par leur parcours académique et professionnel et par la pertinence de leur sujet de recherche pour faire évoluer les relations industrielles au Québec. Une bourse de 2 500 $, une bourse de 1 500 $ et une bourse de 1 000 $. Pour être admissibles, les candidats ou candidates doivent être inscrits au deuxième cycle en relations industrielles avec cheminement recherché d'une université au Québec. Nous avons reçu plusieurs candidatures de qualité qui ont été rigoureusement analysées par le comité de sélection. Le comité de sélection est composé de membres de la direction du Conseil du patronat du Québec. Cette année, mes collègues Louis Sénécal, Manon Pelletier et Denis Hamel faisaient partie de ce comité. Alors, sans plus tarder, je le sais que le moment est intense et peut-être même un peu stressant pour nos récipiendaires, je vais vous présenter les lauréates des bourses Ghislain Dufour 2023. Cette année, comme 2 candidatures se sont démarquées de façon ex aequo, il a été convenu entre les membres du comité de sélection de remettre 2 bourses de 2 000 $ à Shiraz Boisdi de l'Université de Montréal et Sonia Paquette-Martel de l'Université Laval. La troisième bourse est remise à Joanie Lamontagne de l'Université de Montréal. Mesdames, au nom de toute l'équipe du Conseil du patronat du Québec et au nom de l'équipe de la Fondation CRHA, je vous félicite. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, Sonia Paquette-Martel ne pouvait pas être parmi nous, mais Louis s'est porté volontaire pour présenter les grandes lignes de son projet de mémoire. Et j'aimerais, avant de leur céder la parole, vous les présenter brièvement parce qu'elles ont vraiment un curriculum assez impressionnant. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps euh, euh, Shiraz Bouazadi. Donnez-moi 2 petites secondes. Alors, Shiraz est titulaire d'un baccalauréat en psychologie et est actuellement étudiante à la maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval de l'Université de Montréal, pardon. Il ne faudrait pas que je fasse un sacrilège ici, là. Durant une partie de ses études, elle a été auxiliaire de recherche, notamment à l'Observatoire en santé et mieux-être et du département de santé publique de l'Université de Montréal. Depuis 2022, elle occupe un poste de coordonnatrice en ressources humaines et est auxiliaire d'enseignement. Impliquée dans son milieu de vie, elle trouve même le temps de faire du bénévolat comme intervenante à la ligne J'écoute ou à la ligne d'écoute. Ses professeurs et gestionnaires décrivent Shiraz comme une personne ouverte, avec une curiosité intellectuelle, un esprit créatif et une soif d'apprendre constante. Elle se passionne pour les interactions complexes entre les individus et les organisations en milieu de travail. C'est dans cette optique qu'elle a choisi d'orienter son mémoire sur l'impact des symptômes bipolaires sur l'efficacité personnelle et collective des employés. Sans contredire un enjeu important pour les employeurs dans une perspective plus large. La santé mentale représente des défis importants. 30 employés sur 1000 s'absentent du travail chaque semaine pour des raisons de santé mentale en général. Aborder cet enjeu permet, sans aucun doute, d'améliorer l'engagement personnel et collectif des employés dans leur travail et avec leur équipe. Shiraz, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup.
Je vais vous présenter maintenant Joanie, détentrice d'un diplôme d'études collégiales. En technique juridique, Joanie Lamontagne a complété un baccalauréat en relations industrielles cheminement Honor à l'Université de Montréal en 2020 et est en cours de maîtrise en relations industrielles qu'elle prévoit terminer en 2023. Auxiliaire de recherche et d'enseignement à l'Université de Montréal, Joanie a un intérêt marqué pour le droit. Son mémoire est intitulé Le statut juridique des travailleurs et des entreprises de plateforme en droit du travail, une analyse comparative. J'ai hâte d'en savoir plus. Cette étude nous place vraiment dans le 21e siècle avec l'arrivée de nouveaux modèles de travail qui viennent redéfinir tout en matière de droit du travail. On n'a qu'à penser à Hubert ou à Skip de Dishes, récipiendaire de la bourse Shirley Goldenberg. Joanie est décrite par ses professeurs comme une étudiante brillante, organisée, extrêmement minutieuse, motivée et travaillante. Joanie, bienvenue parmi nous aujourd'hui également. Merci. Alors, Shiraz, j'aimerais te demander pourquoi le milieu de développement industriel t'a inspiré et j'aimerais t'entendre parler également de ton projet de mémoire et du travail que tu as réalisé parce que c'est vraiment d'actualité et je crois que tu avais certainement peut-être été visionnaire en accordant ou en travaillant sur cet important chantier. Alors, Shiraz, je te cède la parole. Oui, alors justement, par rapport à ce qui m'a fait cheminer vers le sujet que je prends aujourd'hui, qui est la santé mentale, du trouble bipolaire, le questionnement a commencé sur le trouble bipolaire et sur le monde du travail pendant mes études en psychologie. Donc justement, comme vous l'avez mentionné, je travaille toujours comme intervenante auprès de personnes bipolaires. Les problématiques que j'ai remarquées qui revenaient souvent étaient les problématiques liées au travail, qui semblaient beaucoup préoccuper les personnes. Justement, pour expliquer un peu rapidement qu'est-ce que le trouble bipolaire, c'est un trouble de santé mentale qui est catégorisé comme un trouble de l'humeur. On distingue deux types d'épisodes dans un trouble bipolaire. Donc, dans un premier temps, la manie ou l'hypomanie, et dans un deuxième temps, la dépression. Dans la manie, elle peut être comprise comme étant un état où l'humeur est accentuée, où la personne ressent une plus grande hyperactivité, est plus distraite, plus irritable, a des perturbations du sommeil. Pour l'épisode dépressif, il se caractérise par une humeur dépressive persistante dans le temps, des perturbations du sommeil et de la fatigue continue. C'est intéressant, justement, pour les employeurs de s'intéresser au trouble bipolaire, car le trouble de santé mentale chronique, ça représente un coût à la fois humain pour les employés qui en souffrent, mais aussi un coût financier pour l'employeur qui n'agit pas de manière adéquate. Justement, la littérature scientifique nous informe à ce sujet que les personnes avec un trouble de santé mentale chronique tel que le trouble bipolaire, elles sont plus nombreuses à prendre des journées d'incapacité pour des raisons liées directement à leur trouble. Concernant plus précisément le trouble bipolaire, la littérature nous informe que les coûts indirects du trouble bipolaire étaient estimés aux États-Unis à environ 112 000 par année. C'est des coûts qui étaient justement liés à la diminution de l'emploi et de la productivité des employés. Shiraz, 112 000 par année Oui. par employé ou? Non, de manière globale. OK. De manière globale aux États-Unis. Donc ça, c'est une étude qui est quand même assez datée et c'est une autre raison pour laquelle je m'intéresse aux troubles bipolaires, c'est car les études sont très rares là-dessus et lorsqu'on retrouve des études portant sur le trouble bipolaire, ça reflète un coût en fait pour les employeurs qui n'agissent pas de manière adéquate en milieu de travail. Justement, un autre aspect qui m'intéresse de mon mémoire, c'est l'efficacité personnelle et collective. Donc, justement, lorsqu'on parle d'efficacité personnelle et collective, on parle de croyance de l'individu sur ses propres capacités à accomplir une tâche. Donc, lorsque le superviseur donne une tâche à un employé, l'employé va s'auto-évaluer de manière plus ou moins consciente pour savoir est-ce qu'il a les compétences requises ou non pour réussir la tâche qu'on lui demande de remplir. Pour l'efficacité collective, c'est dans le même ordre d'idée. Donc, l'individu, cette fois-ci, va faire une évaluation du niveau de compétence de son groupe à pouvoir réaliser une tâche. C'est important car de plus en plus, avec la globalisation, on est emmené à travailler en équipe dans toutes les entreprises et dans tous les postes, en fait, que les personnes pourraient occuper. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui pourraient influencer la perception qu'une personne peut avoir de ses propres capacités et celle de son équipe à bien performer. Notamment, la littérature nous informe que certains symptômes de troubles de santé mentale, comme la dépression, peuvent influencer le sentiment d'efficacité personnelle et collective des individus. Ça peut avoir une influence sur leur performance finale.
Donc, ainsi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on peut observer des résultats similaires dans le trouble bipolaire, qui est un trouble qui est peu étudié, comme je l'ai dit, surtout en milieu organisationnel. L'angle de l'efficacité personnelle et collective m'intéresse notamment parce que c'est des mesures de performance qui sont auto-rapportées, c'est-à-dire qu'elles se basent sur la perception de l'individu et non sur une mesure objective ou externe telle que l'évaluation de la performance faite par un superviseur. C'est intéressant de prendre cette mesure subjective lorsqu'on étudie la santé mentale au travail, parce que l'employé, lorsqu'il prend la décision de quitter l'entreprise, c'est une décision qui est grandement subjective de l'employé, que son milieu de travail ne lui correspond plus. Ce que je souhaite accomplir avec mon sujet, justement, c'est, dans un premier temps, de pouvoir comprendre si les symptômes reliés au trouble bipolaire influencent ce sentiment d'efficacité personnelle et collective des employés. Ensuite, j'aimerais pouvoir offrir une meilleure compréhension sur la manière dont les symptômes bipolaires peuvent affecter les croyances des employés en équipe, ainsi que leur propre performance. Et finalement, j'aimerais pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de travail des personnes avec un trouble bipolaire en aidant les organisations à mieux soutenir leurs employés, promouvoir un environnement de travail plus inclusif pour leurs employés ayant troubles de santé chronique et pouvoir ainsi faire la différence entre un employé difficile versus un employé en difficulté et comment accompagner cet employé en difficulté. Cette distinction est très importante, Shiraz. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est de voir, entre autres, depuis le début de la pandémie, on a été à même de le constater, où on a parlé beaucoup plus de santé mentale, on a fait cette discussion plus largement, avec beaucoup d'ouverture. Est-ce que tu as senti, toi, par rapport à ton sujet, que depuis le début de la pandémie, il y a eu un intérêt marqué par rapport à ta recherche, par rapport à tes études que tu es en train de compléter? Et ultimement, ça peut certainement permettre à des entreprises et même à des travailleurs d'avoir une perception qui soit totalement différente de leurs collègues à partir du moment où il y a cet élément-là qui est connu et su de tous? Oui, oui, justement, la pandémie, ça a fait en sorte que la conversation sur la santé mentale, surtout dans les Ouais. entreprises, est revenue parce que les employés étaient isolés à la maison. Il y a peut-être un moins bon soutien au travail, un moins bon soutien social. Il y a certaines personnes qui ont mal vécu le fait de passer en télétravail. Ça a été une coupure pour certains employés. Donc, c'est une question qui est revenue. Maintenant, c'est au niveau des employeurs, la question de la santé mentale, c'est pas une question d'empathie. En tout cas, à mon sens, je pense que tous les employeurs veulent que leurs employés s'épanouissent au travail, Mhm. s'accomplissent au travail, se sentent bien dans leur environnement de travail. C'est plus une question de ça, être outillé pour pouvoir Exact. accompagner ces employés, surtout lorsqu'on parle de santé mentale chronique. Car un trouble de santé mentale chronique, c'est un trouble qui reste dans la vie de la personne. C'est pas un trouble passager. Comme par exemple le trouble de santé, le trouble bipolaire, c'est un trouble qui est chronique, c'est-à-dire qu'il va rester tout au long de la vie de l'individu. Il peut y avoir des périodes qu'on parle d'euthymie, où est-ce que l'individu n'a ni d'épisode de dépression, ni d'épisode de manie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas replonger dans un ou l'autre de ces épisodes à un moment donné et que l'employeur n'a pas une responsabilité d'aider, d'accompagner cet employé dans un moment plus sensible de sa vie. C'est intéressant parce qu'à partir du moment où, avec le travail que tu es en train de réaliser, tu fais la démonstration que avec les bons outils, avec les bonnes méthodes, avec les connaissances, bien, ça nous permet justement d'être capable de passer à travers. Alors, félicitations, Shiraz. C'est très inspirant ce que tu présentes et le travail que tu as l'occasion de réaliser. Et maintenant, je me retourne vers Joanie. Alors, Joanie, de ton côté, quels ont été les éléments qui t'ont motivé à réaliser l'étude que tu as fait et de quelle façon ça peut justement, après ça, nous permettre d'être appliqué ou d'être utilisé dans les entreprises québécoises? Donc, bonjour à tous. Avant de répondre à vos questions, je voulais juste remercier le CPQ ainsi que la Fondation CRHA pour cette bourse, ainsi que le comité de sélection pour avoir choisi mon dossier de candidature. Donc, dans un premier temps, pourquoi j'ai choisi les relations industrielles? Je pense qu'un des grands avantages de ce domaine-là, c'est que c'est un domaine multidisciplinaire. Donc, oui, on étudie le monde du travail, mais sous différents angles. Donc, on a des cours en santé, sécurité, relations de travail, RH, psychologie, sociologie. Donc, je pense que c'est ce qui fait sa spécificité ainsi que son attractivité, autant pour les étudiants, parce qu'on a des cours dans toutes ces disciplines-là, mais aussi pour les professeurs, parce qu'on a accès à des professeurs ayant des compétences dans tous ces domaines-là. Et qu'est-ce qui est intéressant pour les étudiants, c'est qu'on étudie différents domaines et on en a des connaissances aussi dans tous ces domaines-là. Et qu'est-ce qui est intéressant en tant qu'étudiant, c'est un coup qu'on a terminé notre parcours académique, on a différentes possibilités d'emploi, donc on a beaucoup de portes ouvertes.
Et comme le troisième avantage que je pourrais dire, et pourquoi plus particulièrement j'avais choisi les relations industrielles, c'est qu'on étudie le droit, donc le droit du travail. Comme vous avez dit tantôt, j'ai fait une technique juridique, donc, et j'ai un intérêt marqué pour le droit, donc c'était important pour moi d'approfondir mes connaissances et aller plus loin dans ce domaine-là. Et c'est ce que me permet les relations industrielles, le bac, mais plus particulièrement la maîtrise par le fait que j'ai pu choisir mon sujet de recherche dans cette discipline-là et orienter mes cours à option dans ce domaine-là. Pour répondre à votre deuxième question concernant mon projet de recherche, donc, mon mémoire s'oriente sur les plateformes numériques de travail, qui est une nouvelle forme d'entreprise. Et la plus connue, pour vous donner un exemple, c'est Uber. Qu'est-ce qui m'a amené à étudier le statut des travailleurs ainsi que des entreprises de plateforme? C'est qu'il y a une zone grise présentement par rapport à la qualification du contrat entre le travailleur de plateforme et la plateforme numérique. Est-ce que c'est un contrat de travail entre un salarié et un travailleur indépendant ou c'est plutôt un contrat de service ou d'entreprise entre un client et un entrepreneur ou prestataire de services? Ou si je pourrais résumer plus simplement la question, on se demande est-ce que les travailleurs sont des salariés ou des travailleurs indépendants et est-ce que la plateforme est un intermédiaire ou un employeur? C'est des questions super importantes pour les deux parties, puisque pour le travailleur, ça lui permet de savoir s'il a accès ou non aux différents droits aux différents droits prévus dans les lois du travail. Et du côté de la plateforme, c'est important de savoir son statut également pour savoir s'il y a des obligations ou non envers ses travailleurs. Et c'est quoi mon objectif avec ce mémoire-là? C'est dans un premier temps examiner c'est quoi les réponses, tant au niveau législatif que jurisprudentiel, quant au statut de ces deux acteurs-là et dans différents systèmes juridiques. Et dans un deuxième temps, tirer des conclusions, faire des constats sur ces réponses-là. Comme est-ce que les conclusions des tribunaux quant au statut sont les mêmes? Est-ce qu'ils ont tous conclu que c'était des salariés ou des travailleurs indépendants? Ou au contraire, est-ce qu'on voit des différences? Est-ce qu'on voit des différences entre les entreprises de plateforme, entre les différentes catégories? Donc, par exemple, entre les travailleurs de plateforme de livraison comme Skip the Dishes et les travailleurs de plateforme de transport comme Uber. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est les tribunaux, quand ils ont tranché la question du statut, est-ce qu'ils ont utilisé une approche plus traditionnelle ou innovante face aux notions juridiques qu'ils ont appliquées et qui ont interprétées? Donc, c'est ça qui résume mon mémoire. Hein? C'est vraiment intéressant, surtout dans le contexte où le monde du travail a tellement changé dans les dernières années et il va continuer de changer dans les prochaines. Ton sujet est totalement à point, alors c'est vraiment inspirant ce que vous avez réalisé. Est-ce qu'il y a certaines modifications dans l'organisation du travail dans les dernières années, Joanie, en lien entre autres avec la pandémie, qui t'ont inspiré davantage que d'autres? Je pense. Est-ce que vous pouvez juste répéter votre question? Est-ce que dans le contexte de la pandémie, où vraiment l'organisation du travail a été appelée à changer drastiquement et rapidement, est-ce qu'il y a certaines situations qui peuvent t'inspirer pour ton mémoire, ton document, où la pandémie n'a pas eu vraiment d'impact sur la réorganisation du travail dans certains domaines, comme tu l'as très bien identifié? Dans mon cas, je ne pense pas que la pandémie a changé quelque chose. C'est peut-être plus que la pandémie a fait qu'il y a eu des pertes d'emploi. Donc, ça a peut-être été un facteur qui a fait en sorte d'augmenter le nombre de travailleurs de plateforme ou vu la situation, les travailleurs ils ont peut-être préféré cette forme de travail-là par le fait qu'on connaît souvent les plateformes de livraison et tout, mais il y a également des plateformes, du travail de plateforme qui peut se faire à domicile. Donc, peut-être par la pandémie, certains travailleurs ont opté à la suite d'une perte d'emploi pour ce type d'emploi. Donc, c'est peut-être l'aspect que je vois que la pandémie a peut-être sur les plateformes. Probablement. Merci beaucoup, Joanie. Et je me tourne maintenant vers mon collègue Louis, qui peut nous parler rapidement de Sonia Paquette-Martel, son projet. Alors, Louis, je te cède la parole. Oui, alors, elle s'excusait de ne pas pouvoir être là. Elle enseignait à l'université ce matin. Donc, c'était un conflit d'horaire. Elle était très heureuse du prix et remerciait le CPQ.
C'est une jeune femme qui a un bac en kinésiologie. En 2008, elle a eu son bac et elle a fait une première maîtrise en kinésiologie où le sujet était axé sur l'ergonomie et l'innovation. C'est en 2022 qu'elle a obtenu sa maîtrise et là, elle est à faire sa deuxième maîtrise, cette fois-ci en relations industrielles. Et je tiens à souligner parce que moi, ça m'a vraiment impressionné. On parle beaucoup de conciliation travail-famille car cette jeune femme a eu 2 enfants pendant ses études. Elle a un enfant de 7 ans puis un enfant de 10 ans. Puis elle tenait à souligner combien les professeurs avaient été accommodants pour pouvoir lui permettre de concilier les choses. Alors, je lève mon chapeau. Dans ce cas-ci, c'est un défi additionnel. Alors, son sujet de mémoire, le titre est quel concept de la gestion des ressources humaines durables et de l'environnement capacitant peuvent améliorer la fidélisation des employés et le bien-être au travail du secteur de la santé et ainsi faire face aux différents enjeux sociaux. Entre autres, elle s'intéresse aux contrats psychologiques, aux gestionnaires immédiats. C'est un projet où elle va faire de l'observation et va chercher à dégager des bonnes pratiques, des éléments de solution qui font qu'on obtient un meilleur taux de rétention parce qu'elle est sensible au fait que les employeurs sont face à une pénurie de main-d'œuvre qui est important. Et c'est en gardant nos employés d'abord qu'on est capable de faire face à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Et je pense que cette étude-là va vraiment nous amener à avancer. Alors, ça conclut, moi, mes commentaires pour elle, mais je pense que tu vas convenir avec moi, Carl, quand on regarde cette génération-là de Tout à chercheurs, fait. on est entre de bonnes mains pour l'avenir en relations industrielles. Tout à fait. Nous avons des sources d'inspiration extrêmement intéressantes et sincèrement, Joanie, Shiraz, je tiens en mon nom, au nom du Conseil du patronat des CRHA, à vous féliciter pour ce que vous réalisez. Vous n'avez pas idée à quel point ça peut faire la différence et ça va faire la différence. J'en suis convaincu dans plusieurs de nos organisations. Alors, félicitations, vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé, de ce que vous faites. Et je suis convaincu qu'on n'a pas terminé d'entendre parler de vous deux. Alors, je vous félicite et je vous souhaite une bonne fin de journée.